Bienvenue sur le Radiographe. Le podcast qui explore le design et qui part à la rencontre des designers d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Camille Et Marion, cofondatrice de l'atelier de design graphique commun, d'illustration et de typographie Emballage Collectif. Toutes les 2 semaines, nous vous invitons à découvrir les coulisses du travail d'un ou de plusieurs designers au travers d'une conversation qui retrace les origines de leur pratique, scanne leur démarche, décortique leurs projets et passe leurs petites anecdotes à la loupe. Il me semble qu'un bon projet de design, en effet, c'est un projet qui rend la vie ordinaire à la fois plus facile dans l'usage, plus plaisante aussi. Oui, le fait de pouvoir mettre un mot dessus, ça change tout, de découvrir qu'il y a une activité professionnelle, il y a un champ de recherche derrière cette pratique, et que tout ça, en plus, s'appelle le design graphique. Là, on a l'impression effectivement d'avoir ouvert une boîte et qu'on ne va jamais pouvoir la refermer, et c'est ça qui est génial. Que ce soit faire une carte de visite ou un livre ou une affiche ou autre, tous les supports sont à considérer et doivent être soignés parce que c'est une question d'utilité publique en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le design pour, à partir de lui, poser à la philosophie des questions. J'essaye toujours de faire des choses que je puisse être fier de donner ou content de donner. En fait, même si je ne les donne pas, mais au fond, on les donne toujours, quelque part. Pour ce 3e épisode du Radiographe, nous avons profité d'une escapade à Lille en décembre dernier pour aller discuter avec Nicolas et Jeanne, qui forment ensemble le studio de design graphique Surface. Surface avec un S à la fin, comme les multiples surfaces des différents supports sur lesquels travaille leur duo et dont nous avons pu parler ensemble lors de notre entretien. Et ça, c'est un truc récurrent. Il y a des moments où on fait des choses, on sait que ça va pas pouvoir être fait en machine, par exemple, que ça va être compliqué à façonner, et on se retrouve à plier des feuilles 5000 exemplaires nous-mêmes pendant une semaine, quoi. Mais en même temps, on a fait le truc, notre fantasme, on l'a réalisé. Avec Nicolas, nous, on n'a pas l'impression d'avoir une écriture. Effectivement, il y a des redondances, il y a des choix qu'on fait qui reviennent et qu'on aime. Mais disons qu'après, nos visuels, j'ai l'impression qu'ils peuvent être très différents parce que nous, on est vraiment attachés au commanditaire et à la commande, en fait. En fait, moi, j'ai pas envie qu'on vienne nous chercher parce qu'on fait quelque chose en particulier. J'ai pas envie de m'enfermer dans une écriture et de répéter cette même écriture en fonction des commanditaires en ajustant voilà, 2-3 choses. On est tout le temps en train d'apprendre. Je me dis, en fait, on est en train de poursuivre un truc qu'on n'atteindra jamais, quoi. Ensemble, nous avons parlé du travail en duo, de graphisme d'auteur, de la matérialité des supports, d'expérimentation, d'admiration et aussi de transmission. Vers la fin de ce podcast, ne soyez pas étonnés si le son de nos voix change un peu. C'est notre micro qui nous a momentanément abandonnés. Nous vous souhaitons à tous une agréable écoute. Notre première question, c'est comment vous êtes venu à monter Surface, à passer de vos deux entités propres à... En fait, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, mais qu'on passe sous la même entité. En fait, on est tous les deux designers indépendants qui ont chacun une pratique particulière. Et en fait, comme on travaille dans le même espace, au bout d'un moment, on s'est dit que c'était bien de... Oui, en fait, finalement, on a presque toujours travaillé ensemble, puisqu'on se montrait nos projets, on échangeait Mais sur sans les vraiment projets, s'en rendre compte, ouais. on s'aidait sur les projets s'il y en a un des deux qui était un petit peu charrette. Et du coup, en fait, voilà, c'est venu naturellement. Enfin, à un moment, on s'est dit pourquoi pas monter le studio, en fait. Et du coup, ce nom, Surface ? L'idée à la base, c'était au début, on voulait s'appeler Super Surface. C'était un petit peu un hommage à Support Surface, mouvement d'art contemporain. Et donc, il s'intéresse beaucoup à l'idée de la matière, des supports, voilà, etc.
Et en fait, il y avait une redondance du terme support, super chez les graphistes, quoi. Enfin, on s'est dit qu'on allait se lasser de ce nom plus rapidement. Et donc on s'est dit qu'on allait réduire à surface. Puis ça nous plaisait bien l'idée que ça puisse... alors déjà qu'il y ait presque un paradoxe, parce que nous on estime qu'on ne travaille pas uniquement sur des surfaces planes, enfin, quelque chose qui est un peu de l'ordre du volume, de la matière, de la sensation, de l'odeur, enfin, voilà, c'est multisensoriel. Et d'être dans cette idée de paradoxe où voilà, on annonce qu'on est plutôt graphiste en disant qu'on travaille sur une surface, et en même temps ça fait émerger à la surface des choses, quoi. Ouais, on aimait bien aussi ce parallèle avec l'idée de faire surgir. Voilà. Puis le pluriel aussi, au final, ça nous permet de dire voilà, il y a plusieurs surfaces, quoi, qui vont s'agglutiner, communiquer ensemble. Ça vient de là le nom. Et ça met aussi l'accent sur les supports, comme vous travaillez beaucoup sur en fait, les supports. C'est surtout cette idée. Les différentes surfaces. Sachant que vous travaillez plus du coup sur le print que on voyait. Ouais, alors ouais, c'est vraiment principalement support imprimé. On fait un petit peu de web quand même, mais c'est pas le truc qui est le plus présent dans notre travail. On n'a pas beaucoup de demandes en web. Après, moi c'est un truc, c'est plutôt moi qui ça intéresse, le design web. Mais j'aime bien l'idée qu'on puisse quand même être... il y a encore beaucoup de choses à chercher, je trouve, dans la navigation, changer les habitudes, voilà, de se passer... Enfin, on le sent même dans des sites qui sont un peu plus mainstream aujourd'hui, il y a des directions un peu différentes qui se prennent, quoi. On n'est plus uniquement dans le menu à gauche, en haut, etc. Il y a des choses qui se transforment un peu, et moi je trouve ça super intéressant, quoi. C'est-à-dire que tu as une espèce de boîte dans laquelle on peut faire un peu tout. Et, mais c'est pas des choses qu'on met spécialement en avant parce qu'on n'est pas développeur. Moi je développe un petit peu, je code un petit peu, mais c'est vraiment plus pas par passion, mais c'est un hobby, quoi. Presque un loisir. Ouais, c'est ça. J'aime bien l'idée de résoudre des problèmes, en fait. C'est juste, c'est du coup assez en lien aux problématiques qu'on a avec le papier, quoi. Un problème, un pli, il faut que ça fasse un format. Là c'est la même chose. Et du coup, quand vous travaillez en web, vous faites appel aussi à d'autres personnes, vous travaillez en lien avec d'autres personnes aussi pour divers projets. Ouais, on a un développeur en particulier avec lequel on travaille. Mais ça nous est déjà arrivé de développer. Ouais, ça nous est arrivé pour des petits projets qui sont presque pour des particuliers en fait. Là, on va pas. Parce que les budgets à mettre en jeu sont quand même pas les mêmes, quoi. Si c'est une structure ou si c'est un particulier qui fait appel à un graphiste, ça peut être compliqué d'annoncer un site à je sais pas combien de milliers d'euros, mais voilà, ça peut être compliqué, quoi. Et je me dis si je me trompe, mais vous avez fait tous les deux les apps Cambrai, c'est ça ? Ouais, une partie en fait. Alors moi quand je suis arrivée à Cambrai, Nicolas il était en 2e année, donc on s'est rencontrés à l'école. Lui il a fait ses 5 ans là-bas, moi j'ai fait 3 ans et après je suis partie à Valence faire mon DNSEP. Où tu as écrit le par l'écrit, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Et du coup ce projet-là, c'est quelque chose... T'as encore des répercussions aujourd'hui Non, plus aujourd'hui. Ouais, j'ai pas... Enfin, moi-même, j'ai pas vraiment donné suite à ce projet. Effectivement, il y a eu un moment où j'ai eu pas mal de contacts en lien avec ce projet-là. Et puis ça s'est essoufflé avec le temps, forcément. Enfin, je le montre plus, donc les gens ne le voient plus, enfin, ne le trouvent plus. Mais... J'en parle parfois à des étudiants, mais c'est tout. Ouais, moi aussi j'en parle à des étudiants. Ouais, voilà. Ça avait été une de mes références quand j'avais travaillé aussi sur le langage. Et qui est plus typo ? Enfin, vous avez une approche un peu différente tous les deux quand même. En fait, je sais pas, je trouve qu'on a quand même des pratiques assez proches, parce qu'on a toujours travaillé ensemble, même quand on était étudiants en fait. Ouais, il y a des projets où on même avait déjà fait en duo. À l'école, en 3e année, on a des déjà projets typo d'ailleurs. Des projets typo, ouais. Avec des clous et des ficelles. Ouais. Mais ouais, on a toujours travaillé ensemble, alors c'est difficile de se dire, il y en a un qui fait... Enfin, personne s'occupe de quelque chose en particulier. Après, on a plus des atomes crochus. Moi, je sais que la typo, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Toi, tu serais plus capable de faire de l'illustration, par exemple. Moi, je pourrais pas en faire, je pense. Oui, voilà. Et quand je travaille la typo, elle va plus avoir une forme illustrée. Ouais. Voilà, alors que toi, plus radicale. Elle va être plus radicale et plus applicable. Tu vas vraiment développer un système de signes typographiques qu'on va pouvoir réutiliser après pour des titres. Voilà. Alors que moi, ça va rester vraiment dans le cadre d'une affiche. Du coup, ça se fait naturellement, en fait. Enfin, nous, on le voit aussi, parce qu'on commence aussi un petit peu. Camille plutôt ici illustration et moi plus typo. Et pour l'instant, des fois, on a encore cette problématique de comment faire
matcher Comment nos faire la deux transition univers. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement pour vous, du coup, si vous Bah, avez travaillé ensemble depuis le début. je sais pas, parce qu'en fait, on a travaillé ensemble sans se rendre compte qu'on travaillait ensemble, à part sur les projets des étudiants. Mais après, comme on est dans le même espace, en fait, Oui. Après, c'est par ouais. exemple, j'ai besoin d'une forme, bon bah ok, moi je vais la faire, et puis, enfin voilà, il y a des Ouais. fois des projets où ça va se mélanger de cette manière, et puis il y a des fois où c'est vraiment un des deux qui gère le projet presque de A à Z, et l'autre qui va plus donner son avis. Et c'est un peu, en tout cas dans les duos de graphistes, c'est assez rare de vraiment Ouais. travailler à quatre mains, j'ai l'impression. Ouais, non, ça va être plus des petites interventions de Ouais, l'autre c'est ça. sur l'image que l'autre gère, et puis après, sinon, effectivement, c'est pas forcément du flicage, moi je dirais plus du coaching. C'est positif, ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Cherche un peu plus, tu vas y arriver. Oui, tu vas trouver un truc vachement voilà, on bien. se stimule. Et puis C'était forcément. intervenant auprès des étudiants. Ouais, c'était ça. Ouais. Et puis aussi, on nourrit l'image de l'autre en disant t'as testé un petit peu, t'es allé voir de ce côté-là. Ouais, effectivement, il y a peut-être un peu ce côté intervenant. Mais vous n'êtes pas dans une recherche d'harmonisation de vos techniques, parce que on va sûrement rencontrer Atelier Bingo aussi au mois de janvier, et eux ils nous disaient qu'ils avaient vraiment cherché à établir un vocabulaire commun en fait. Oui. Bon, en même temps c'est beaucoup. Avec Nicolas, nous, on n'a pas l'impression d'avoir une écriture. Effectivement, il y a des redondances, il y a des choix qu'on fait qui reviennent et qu'on aime. Voilà, on est souvent en micro, on travaille beaucoup l'objet. Ouais, Voilà, ça revient. Mais disons qu'après, nos visuels, j'ai l'impression qu'ils peuvent être très différents parce que nous, on est vraiment attachés au commanditaire et à la commande, en fait. On n'a pas l'impression d'avoir une écriture vraiment singulière comme Mais Bingo. c'est drôle parce que du coup tu disais tout à l'heure la démarche d'auteur, etc. J'ai l'impression que quand on pose la question finalement à des graphistes qui ont un certain nombre d'expériences, un certain nombre de projets et tout ça, finalement la part d'auteur elle est pas niée, mais on en rougit un peu finalement. Bah non, on la revendique pas en tout cas. Non. Même il y a quand même des partis pris. Enfin, en gros, c'est un juste milieu entre graphisme d'auteur et graphisme helvétique. Ouais. Et entre deux, on va avoir quand même. En fait, moi, j'ai pas envie qu'on vienne nous chercher parce qu'on fait quelque chose en particulier. J'ai pas envie de m'enfermer dans une écriture et de répéter cette même écriture en fonction des commanditaires, en ajustant voilà, 2-3 choses. Moi, je préfère que ce soit nous qui nous adaptions à la commande et ça nous permet aussi de. Il y a une espèce de nouveau pratique, challenge quoi. à chaque fois et justement de tester des nouvelles choses. On aime bien que ce soit une forme d'expérimentation à chaque fois et je pense que nous, on se lasserait finalement d'être dans un système déjà préétabli et de le répéter. Après, voilà, pour chaque c'est peut-être en lien avec Mais le fait c'est- qu'on n'a pas de pratique personnelle en fait. Justement, on- on se demandait est-ce que vous avez des petits projets où vous faites Non. plaisir. En fait, c'est la commande en tant que telle qui devient l'espace d'expérimentation pour moi. Enfin, et c'est ça qui m'intéresse parce que de moi-même, je me dirais pas tiens, aujourd'hui je vais travailler sur telle ou telle chose et je vais essayer d'expérimenter. Alors que si on me donne un sujet avec des contraintes, l'idée de la contrainte, c'est quand même. Voilà. C'est vrai que nous, on C'est s'est qu'on pas avance. épanoui dans la commande, clairement. Presque ça nous bloque de nous dire ah là, on a champ libre. Ouais. Ça arrivait parfois qu'on nous demande, que d'autres graphistes nous disent vas-y, fais une affiche, je sais pas, pour mon festival. Voilà, et en fait, bizarrement, nous, ça nous bloque. Enfin, en tout cas, moi, c'est le cas. Il y a des fois où, effectivement, on n'a pas pu se faire plaisir sur un projet pour un client, et du coup, c'est le moment bienvenu pour, justement, un peu assouvir les choses qu'on voulait faire à un moment précis. Mais sinon, voilà, on n'est pas trop dans effectivement, la pratique personnelle. Non. Mais moi, je me demande si c'est pas un regret, quoi. Il y a un truc un peu... Tu sais, on aimerait toujours être ce qu'on n'est pas. Moi, j'aimerais... Je vois les travaux de Bingo, par exemple. Je trouve ça vachement bien. Je trouve qu'ils développent une écriture. Et je suis tellement incapable de faire ça. Je trouve qu'il y a un truc intéressant là-dedans, quoi. Il y a la question du temps aussi. Ouais, la question du temps. Le temps, d'ailleurs, qui est revenu beaucoup avec tout va bien. Ouais, mais c'est de pire en pire. Les délais pour produire des images, j'ai l'impression d'être travailler à la chaîne, quoi. Ouais. Ah oui, vous ressentez de la part des clients ouais. des demandes J'ai l'impression que tout va plus vite en général. Moi, j'ai l'impression que c'est assez variable d'un projet à l'autre. Et puis, effectivement, il y a des périodes. Là, on pense comme ça parce qu'on est dans une grosse période de rush. Voilà, juste avant les vacances, en fait. C'est assez récurrent, mais...
Est-ce que vous avez des projets justement en cours qu'on pourrait voir un petit peu, ou des projets anciens En cours, non. Peut-être qu'on vient d'achever plutôt. Ouais, on a des trucs. Qu'est-ce qu'on peut montrer dernièrement? Peut-être, ouais, c'est des projets. Ouais. Alors, ça c'est assez intéressant. C'est un projet qui a été fait pour un artiste, pour une restitution de résidence. Un artiste qui s'appelle Julien Levet, qui est en résidence à Courcouronnes, et qui développe un travail autour du big data, la récupération de données, pour les remettre dans un espace qui serait un peu plus tangible. Et donc il a fait toute une série d'expériences durant sa résidence, dont je ne vais pas spécialement parler maintenant, parce qu'il ferait mieux que moi. Mais en gros, l'idée c'était que la restitution, son édition de restitution soit pas uniquement un catalogue d'images qui montrerait sa production, mais que ça devienne presque une œuvre à part entière. Des posters affichés du coup. Ouais, aussi. Donc il y a une idée que pendant sa résidence, il a travaillé sur de la gravure numérique, et il a produit des objets, et il intervenait directement dans le processus de gravure, par soit des interventions sur la matière, ce genre de choses, ou en changeant de support. Et là, l'idée, c'était qu'on aille à l'imprimerie, et qu'on intervienne directement sur les machines offset pour la couleur. D'accord. Vous avez trouvé une imprimerie qui est ouais. d'accord pour expérimenter. On a trouvé une imprimerie qui était d'accord. Et ça, c'est des relations qui se tissent au fur et à mesure avec des imprimeurs avec qui on travaille de manière récurrente. Des personnes, même plus que des imprimeurs. Ouais, d'ailleurs, c'est plus des imprimeurs. En général. Personnes, ouais. Ah oui, le travail, ouais, c'est ça. On a vraiment... Plus artisanal. Ouais. Oui, et puis des relations un peu affectives qui se créent avec certaines personnes, et puis finalement on suit aussi leur parcours d'imprimerie, et c'est pas l'imprimerie en soi qui nous intéresse, mais plus cette relation qu'on peut avoir un peu privilégiée avec une personne, et là c'est le cas. Enfin, clairement, si on n'avait pas cette relation privilégiée, on n'aurait pas pu faire un tel projet qui met en danger, entre guillemets, l'imprimerie, puisque il sort un peu du cadre. Jouer un peu avec leur machine. C'est ça, qu'ils sont quand même très sécurisés. Ouais, parce que là, en gros, pour résumer un peu, on a tout imprimé à partir d'un seul groupe de couleurs qui était le cyan. Donc on est parti du cyan, et au fur et à mesure, on venait mettre de l'encre dans les encriers. Et donc ça venait modifier la couleur au fur et à mesure par un jeu de diffusion, quoi. Et pour faire ça, il fallait enlever certaines sécurités de la machine, et la machine, je sais pas, c'est 1 million d'euros. Oui. C'était une 8 groupes. Donc surveillance quand même. Ouais, mais après, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait l'ensemble de l'imprimerie est passé nous voir pendant qu'on était en train de faire ça. Ça a duré 4 heures à peu près d'imprimer l'ensemble des planches. Et tout le monde venait voir, mais ils sont complètement fous de faire des trucs comme ça. Et ouais, voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, je pense, tous les deux, c'est aussi d'expérimenter ce type de choses. Moi, je sais pas quel projet on aurait pu trouver pour se dire, bon voilà, on va essayer d'expérimenter autour de la matière, de la couleur. Et je pense que même, en fait, on pourrait pas, ou alors il faudrait qu'on trouve des bourses. Là, on utilise il faut pas que je dise ça. Si, je vais le dire. On utilise l'argent des autres pour pouvoir faire des trucs intéressants. Prétexte, quoi. Et après, c'est pas gratuit, quoi. C'est vraiment, c'est venu parce qu'il y a eu des discussions très intéressantes avec Julien, qui lui, il a aussi expérimenté. Mais nous, c'est un fantasme, quoi, d'intervenir directement dans la machine, de pouvoir le rendre possible. Alors, est-ce que c'est un travail d'auteur ou pas, je sais pas. Pour revenir un peu en arrière, est-ce que quand on fait ça, voilà, il y a une commande précise, qu'on se débrouille pour expérimenter des nouvelles choses? Est-ce qu'on est dans le travail d'auteur? Est-ce qu'on est dans le design? Je sais pas. C'est pas évident, quoi. Ouais, c'est pour eux, sûrement. Et donc voilà, l'objet, on le souhaitait un peu unique, puisque à chaque fois qu'on rajoute de l'encre, il y a des milliers de micro-variations qui ont lieu, donc aucune feuille n'est exactement la même. Oui, du coup elles sont toutes différentes. Là. C'est ça, ouais, toutes les éditions sont différentes. Et il y avait cette problématique de la couverture aussi, se dire voilà, on veut une édition qui soit différente à chaque fois, mais que la couverture le soit aussi, et donc de venir découper le titre.
dans un papier qui n'est pas fait pour être découpé, donc c'est une autre problématique. Il y a un truc qui est aussi récurrent dans le Des travail. fois, on expérimente des choses, mais on n'est pas toujours sûr que ça marche. Ouais. Là, c'était un poil risqué, mais on Vous s'en avez est sorti. des bonnes et des mauvaises surprises parfois avec vos tests? Bah là, c'était presque une mauvaise surprise, c'est-à-dire qu'en fait, on enlevait nous-mêmes les parties prédécoupées, et comme le papier n'était pas adapté au découpage, en fait, il s'arrachait. Donc on a dû trouver un système pour justement éviter que ça s'abîme. Ouais. Donc ça a pris un certain temps quand même. Donc des fois, oui, on a des... Et ça, c'est un truc récurrent. Ouais. Il y a des moments où on fait des choses, on sait que ça va pas pouvoir être fait en machine, par exemple, que ça va être compliqué à façonner, et on se retrouve à plier des feuilles, 5000 exemplaires nous-mêmes pendant une semaine, quoi. Mais en même temps, on a fait le truc, notre fantasme, on l'a réalisé. C'était avec ça. Pour un événement autour du prototype et, qui était organisé par Siana. En fait, avec une découpe centrale. C'est un peu classique. Hein. Bah, faites ça en machine, ça se plie pas, quoi. Il faut le plier de cette manière-là. En fait, tous les plis sont à l'envers les uns par rapport aux autres. Donc, c'est quand même une manip qui est assez complexe, quoi. Et là, ça, on aurait pu le faire à la main. Ça aurait pris plus de temps que machine, forcément. Que ce qu'on a, Donc, du qui coup, nous restait comme vous temps. avez dû faire vous-même. Ouais. La coupe, quand même, ça a été fait. La coupe s'est fait en machine. Voilà, il y avait le rainurage qui quand s'est fait en même. machine pour guider les plis. Mais qui n'était pas forcément dans le bon sens, du coup. Donc Ouais. il fallait retrouver les bons sens. Et là, il y avait combien d'exemplaires? 5000. On a fait appel à des copains. Ouais, c'est le moment où C'est- ça devient un peu voilà. atelier fabrication, quoi. C'est passé le truc, chacun faisait un pli. C'est rigolo. Mais ouais, il y a plusieurs moments où on essaie des trucs, on sait pas trop ce que ça va donner. Où on découvre aussi... parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas, en fait. Enfin, et en même temps, je sais pas comment on pourrait apprendre ça. Il faudrait être confronté à tout un tas de documents imprimés. Mais je sais pas, l'impression UV, par exemple, qui sèche l'encre avant qu'elle sorte de la machine, qui est très pratique. Ça peut éviter les macules, ce genre de choses. Bah, ça Mais, évite d'avoir un... justement, c'est pour avoir un résultat plus rapide aussi. Ouais. Comme ils sont toujours confrontés à des délais très courts, la HUV, c'est hyper pratique pour avoir les documents très rapidement. Après, la contrepartie, c'est que l'encre est très légèrement brillante. Et ça, on s'en est pas spécialement rendu compte avant de le faire. Et il y a certains projets où on avait une encre qui était une encre métallique et confrontée à une encre classique, donc là par exemple du noir, et on s'est rendu compte que le noir était un peu brillant, quoi. Alors que normalement il devrait être mat. Ouais, bien sûr. Et Et du ça coup, annule un peu l'effet, quoi. Ouais. Du coup, on Ça, perd on se l'effet rend bien métal compte derrière sur, parce que on a un aplat. Donc ça, c'est passé en UV. Ça, c'est en UV, ouais. Alors comme les encres métalliques sont plus longues à sécher, c'est bien en de fait, ça passer en devient UV, presque quoi. systématique maintenant chez les imprimeurs. Bah, ceux qui sont équipés, ouais. Ceux qui sont équipés. Mais du coup, pour eux, voilà, c'est beaucoup plus pratique, c'est plus rapide. Et en fait, nous, ça nous embête. Ouais, maintenant qu'on le sait. Voilà. Parce que c'est pas quelque chose qui est spécialement annoncé, quoi. Du coup, vous travaillez avec des personnes surtout dans la métropole lilloise. Ouais. Est-ce que Lille, c'est un endroit privilégié, vous diriez, pour le design graphique? Ah, je sais pas. On n'a pas testé Privilégié d'autres dans quel endroits. sens? Privilégié, tu veux dire pour le cadre ou la quantité de commandes? Qu'est-ce qui se passe en tout cas en termes d'événements, de commandes? Ah non, il se passe rien en termes d'événements autour du design graphique. Au design, il y a quand même pas mal de... Enfin, En moi, j'ai design, il y a l'impression des que ça- choses. Du design graphique, beaucoup Plutôt moins. web. Ouais. Plutôt. Ah, peut-être, ouais. C'est vrai que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, alors on n'est pas trop au courant. Parce que justement, on en parlait hier à Manon. Ouais. Et elle me disait, ah oui, c'est génial, avec la pleine image. Avec... Ah oui, après, ouais, il y a des choses comme ça autour des startups ou de la culture numérique. Après, la culture qui serait plus de l'ordre du papier, c'est moins fréquent. Même s'il y a beaucoup de choses autour de l'illustration, des cultures un peu alternatives. Mais le design graphique en tant que tel. Qui sont très ancrés à Lille depuis toujours, on va dire. Donc, effectivement, si on parle de graphisme ici, les gens entendent sérigraphie, illustration... Ouais, il y a des salons de micro-édition qui sont un peu autour de ça. graffiti... Ouais, c'est un peu ça, ouais. Street art. Ouais. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait
plusieurs studios qui font du design graphique et qui est des choses de qualité quand même dans l'espace public. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Je reviens aux origines des origines. C'est quoi d'où vient votre intérêt pour le design graphique tout départ pour chacun de vous? Ça vous est venu comment? Tu veux que je réponde? Tu veux que je brode un truc? Parce que là, je me souviens plus trop. Je sais pas trop. Moi, j'ai fait pas mal de trucs. Voilà, faut vraiment revenir super loin. Au collège, j'étais dans les classes arts plastiques, par exemple. Pas spécialement pour les classes arts plastiques, pour être avec mes copains qui avaient choisi les classes arts plastiques. Et bon, j'aimais bien ça, je pense. Après, ma mère peint pas mal. Elle a fait les beaux-arts aussi, d'ailleurs. Et moi, j'ai fait un bac S, j'ai fait une année de fac, sciences physiques, des trucs aucun rapport. Et au cours de cette année, je me suis vraiment dit, putain, est-ce que j'ai envie de finir prof de physique? Et la réponse était clairement non. Même si j'aimais bien ça, résoudre des problèmes, en fait, je ne sais pas si éloigner des sciences du design. Et sur un coup de tête, j'ai passé les concours aux Beaux-Arts de Valenciennes, aux Beaux-Arts de Cambrai. Je prenais un peu des cours du soir en dessin, des trucs comme ça, puis c'est passé. Mais il n'y avait pas... je savais pas vers quoi j'allais, en fait. T'as découvert au fur et à mesure? Ouais. Je faisais un petit peu des sites web dans mon coin, des trucs comme ça. Et puis voilà, je sais pas, je cherchais design, communication, je voulais faire de la pub. Et puis finalement, vous ne retrouvez même pas à faire vraiment? Ouais, de la pub on ne fait pas. Mais je pense que c'est une image qu'on a avant de faire des études de design graphique. On a cette idée que l'image imprimée, ou même l'image en règle générale, c'est l'image publicitaire quoi, qui est tellement dominante. Et souvent, quand des gens qui connaissent pas trop le milieu nous demandent ce qu'on fait, qu'on leur dit qu'on fait du graphisme, c'est directement ah, tu fais de la pub ou du street art. Ouais, ça dépend. Ouais, je sais pas s'il n'y a pas vraiment une origine particulière. Il y a eu un intérêt et une fois que j'étais au Beaux-Arts, j'ai tout de suite su, enfin, dès le début de l'année, que je voulais plutôt être graphiste que plasticien quoi. Ouais. Moi, c'était un peu plus long dans le cheminement, mais... Enfin, après, il y a beaucoup de similitudes avec ton parcours, je pense. Moi, pareil, j'ai un grand-père qui peignait beaucoup. Encore beaucoup de peinture autour de nous. Donc voilà, j'ai été assez vite sensibilisée à l'image, à la peinture. Voilà, côté plastique, plus. Après lycée j'ai fait pareil, moi c'était pas S mais ES donc rien à voir. J'avais quand même une petite pratique art plastique, je sais plus, c'était le mercredi au lycée, et en fait c'est vraiment un cours où je me suis épanouie pendant mon année de lycée. C'était le moment de respiration, de récréation, et voilà, effectivement le moment où tu dois choisir un peu ton orientation, tu te dis qu'est-ce que je veux faire plus tard, quoi? Est-ce que je me vois continuer à faire des études d'économie ou plutôt à m'éclater, à faire du dessin? Et en fait, j'ai fait ce choix, mais coup de tête, quoi. Enfin, vraiment, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Et d'ailleurs, ma prof de dessin à l'époque m'avait dit surtout ne fais pas du graphisme. Ah. Voilà, je savais pas du tout ce que c'était et elle m'avait dit voilà. Parce qu'elle connaissait pas ce que c'était le graphisme, elle voyait dessin industriel, je pense. Quelque chose de très appliqué, alors que moi j'étais plutôt plus plastique, peinture. Voilà. Donc après ça s'est vraiment fait étape par étape. J'ai fait prépa, art plastique, après j'ai été 1 an à Reims, plus en vraiment design objet. Je me suis rendu compte que j'adorais le design, mais que j'étais pas fait pour ça, j'étais vraiment plus fait pour la 2D que la 3D. Ce qui est marrant, c'est que du coup, en fait, ça ressort aussi, ce côté objet dans les il est toujours là, c'est sûr. J'ai fait la même chose que toi. C'est vrai? J'ai fait le boule en design d'objet et j'ai quand même fini mon BTS pour honorer le fait que j'étais à boule, et après je me suis tirée parce que dès le premier jour tu t'es rendu compte que... Quand il s'agissait de dessiner, ça allait, et dès lors qu'il fallait passer aux matériaux, à la réalisation et tout ça, je faisais des chaises qui tenaient pas. Voilà. Oui, c'est ça. Voir les choses en 3D, je pense que c'est pas donné à tout le monde, et voilà, j'adore les objets, mais les concevoir, c'est pas la même chose. Et en fait, voilà, j'ai commencé à pratiquer un peu le graphisme à ce moment-là, et je me suis sentie à l'aise tout de suite. Voilà, après, Cambrai, et puis... Puis après, toi, t'as fait le choix de partir à Valence. C'est un moment important.
En fait, comme j'ai aussi du coup pratiqué plusieurs écoles, déjà j'avais cette envie de continuer à avoir d'autres pratiques et d'autres enseignements, parce qu'effectivement, d'une école à l'autre, les enseignements sont quand même très différents. Cambrai, c'était vraiment ancré dans le graphisme français, plus graphisme d'auteur et engagé, politique, social. Et du coup, c'était très plastique aussi, beaucoup de choses à la peinture, du dessin. Et Valence, plus radical, quoi, graphisme suisse, effectivement, typo noir sur fond blanc. Voilà, du coup, j'ai eu les deux pratiques et ça fait du bien. Toujours par des filières beaux-arts, plutôt. Oui, par contre. C'était les beaux-arts. Les beaux-arts. Et moi, j'ai fait le choix de rester à 5 ans, quoi, à Cambrai, en fait. Et c'est vraiment, moi je regrette pas du tout le choix parce que j'ai eu l'opportunité avec certains professeurs de tisser des liens que j'aurais pas pu tisser ailleurs, je pense. Notamment, je vais les citer, notamment avec Gilles Dupuis, Bruno Souêtre, David Braillon. Et en fait, j'ai pu faire des projets avec eux. Ils m'ont appris le métier, mais je me sens redevable de plein de choses. C'est pas uniquement. Ils m'ont appris à avoir une manière de voir les choses. Ils m'ont appris à apprendre, quoi, d'une certaine manière. Mais ça, je pense que c'est un peu redondant dans l'ensemble des écoles d'art. Non, mais à vraiment pratiquer le graphisme et même avoir ce qu'on ne connaît pas à l'école, aller chez l'imprimeur, répondre à une commande. Ouais, et j'ai eu l'occasion de mener des projets extrascolaires. Ouais. Et du coup, eux, ils avaient une pratique en tant que graphiste aussi à côté? Oui, ce sont des graphistes. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est ça qui fait aussi toutes les différences, quoi. Et à l'époque, la particularité de l'école de Cambrai, c'était que c'était assez pluridisciplinaire, quoi. On faisait un peu ce qui nous intéressait. C'était pas défini design graphique. Il n'y avait pas de cases. Donc il y avait plein d'étudiants qui faisaient plein de trucs partout, tout le temps, de la vidéo, de la performance. Et il y avait très peu d'étudiants qui faisaient du graphisme en tant que tel. Et moi, c'est aussi peut-être ça. J'ai profité de ce truc-là, c'est qu'on était assez peu à s'intéresser au graphisme, et donc on avait une relation privilégiée avec eux. C'était un peu une niche. Ouais, il y avait un peu de ça. Et du coup, j'ai fait des stages avec eux, mené des projets. J'ai eu l'impression qu'en sortant de l'école, je pouvais déjà m'adresser à un imprimeur, peut-être pas un commanditaire, parce que c'est un peu compliqué, c'était encore un autre rapport, mais je connaissais un peu le métier, quoi. J'avais l'impression, en tout cas. J'étais pas perdu pour demander un devis, un imprimeur, des trucs tout bêtes. C'est des choses qu'on n'apprend pas trop normalement à l'école. Il y a beaucoup d'appréhension au départ. Et j'avais un point d'appui avec eux où ils m'ont beaucoup aidé au début, quoi. Alors, ils me filaient des modèles de devis, des trucs cons, des trucs en fait on se rend pas compte à quel point c'est important, mais donner une valeur à son travail, c'est pas évident. Bref, il y a plein de choses comme ça. Moi, je suis contente d'avoir fait ce choix, en fait, de rester à Cambrai pendant 5 ans. Bah oui, parce qu'effectivement, tu as trouvé des espèces de mentors. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Te driver jusque... Et du coup, donc, après la fin de vos études, je t'ai coupé, après la fin de vos études, vous êtes lancé directement? Ouais. Bah en fait, moi, du coup, j'ai fait mes études 1 an après Nicolas, donc lui, il avait mis un pied dedans, et voilà. Après, moi, mon mentor, c'est devenu Nicolas. Pour le coup, il avait tout amorcé, donc c'était plus facile aussi pour moi. Voilà. Comme on dit, approcher les imprimeurs, faire un devis, tout ça, j'avais déjà un modèle. Donc, je pouvais répéter mes erreurs. Et donc, pourquoi ce choix, du coup, de vous lancer directement? Je sais pas trop. Moi, j'ai fait des stages dans une grosse association culturelle lilloise. Les gens étaient vraiment super chouettes, mais l'ambiance de travail, je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi, quoi. Un énorme open space, des horaires étranges, il fallait que je sois là à 9h du matin, si j'étais pas là on me faisait remarquer, mais je commençais à 11h, et puis à 18h on commençait à me dire pour demain il faut faire ça, et du coup je restais très tard. Je me demandais pourquoi j'avais pas le droit de venir plus tard pour décaler le temps. Ça me gêne pas de travailler plus tard, mais qu'il y ait une espèce pas de récompense, mais que ce soit une contrepartie, quoi. Et donc j'ai fait ça pendant, je sais plus, 6 mois, je crois. Et je me suis dit que c'était assez proche. Non, pendant, ouais. Et c'était assez proche
d'un salariat en agence, au final. Même si c'était une association culturelle. Et je me suis dit que non, je ne ferais pas un job avec des horaires. Et était supérieur. Ouais. Bah, du coup, moi, c'est pareil. Je pense que c'était avec les stages. J'ai fait... Mon premier stage, c'était déjà chez un graphiste indépendant. Donc, ça m'avait vraiment donné envie, même par rapport à ses clients. Enfin, voilà, il travaillait aussi plus dans le culturel. C'était un graphiste à Amiens. Ensuite, j'ai aussi fait un stage dans une agence, je sais plus, c'était à Ronc, proche de Lille. Et j'ai vraiment senti que les graphistes, ils étaient bridés, enfin voilà, qu'ils s'épanouissaient pas. Enfin, donc clairement, ça m'en a pas donné une bonne image. Voilà. Mais après, c'est aussi avoir un espace de liberté, parce qu'on sort de l'école des beaux-arts, qui d'une certaine manière, formate aussi une manière de penser, quoi. De pouvoir expérimenter des choses, d'être tout à fait libre dans sa pratique. Et moi, je ne me voyais pas être contraint dans une entreprise. Alors, sûrement avec beaucoup d'a priori. C'est-à-dire que en fait, l'entreprise, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce que c'est une entreprise. Moi, je suis tombé dans un endroit en particulier qui a sa spécificité. Et je suis sûr qu'il y a plein de boîtes de graphisme où ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais du coup, ça m'a conforté dans mon a priori. Et donc, voilà, ça m'a permis de prendre cette décision. Puis après, c'est aussi lié au type de commanditaire qu'on souhaitait avoir. Effectivement, nous, depuis toujours, on se disait qu'on voulait travailler pour le culturel. C'est quelque chose qui nous faisait un peu fantasmer. Enfin, on savait que c'était le type de commande un peu rêvé parce qu'on a l'impression que ça pouvait être justement plus expérimental. Ce qui est pas forcément vrai, en fait. Mais voilà, et du coup, il n'y avait pas tellement d'agences, clairement, à Lille, qui étaient plus orientées comme ça, culturelles. Donc déjà, si ça a déterminé nos choix, je pense. Il y en a peut-être plus aujourd'hui, mais c'est vrai que vous avez quand même pas mal de petits... Enfin, petits, je sais pas, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de projets qui sont les projets émergents culturels de Lille. Nous, on a clairement, c'est des petits commanditaires, hein. On n'a pas trop d'institutions pendant un moment, un petit peu. Il y a eu des réductions de budget qui ont quand même... J'avais travaillé, on ne travaillait pas encore ensemble. On travaillait déjà ensemble. C'était pas officiel. Mais je travaillais pour le Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq, par exemple. Et là, pour le coup, c'est des projets assez intéressants et conséquents. Mais finalement, avec des problèmes de subvention, ils ont privilégié un nombre d'expositions plus important que le choix d'un graphiste externe. Donc ils ont commencé à internaliser l'ensemble de leur production graphique. Donc il y a des choses comme ça qui sont apparues et ça nous a amené un peu aussi à travailler avec des structures plus modestes. Moi je trouve que c'est pas plus mal d'ailleurs. Parce qu'il y a une relation de confiance qui se crée, de la collaboration. Il n'y a pas 15 interlocuteurs différents, des gens qu'il faut convaincre. Et ensuite, on leur laisse la main et Oui, je pense que là, du coup, il n'y a plus cette idée de collaboration quand on travaille avec des petites structures, voire presque des individus. Parce que, voilà, on est plus amené à se rencontrer, on discute plus. Voilà, il y a plus d'échanges et effectivement, ça devient un projet qu'on a pensé ensemble. Ouais, ça devient vraiment des collaborations. Et c'est pas évident, ça, à trouver des commanditaires qui ont cet état d'esprit, parce que c'est un truc, produire une affiche, ça tire ça amène de l'émotion, quoi, je trouve, chez les gens. C'est-à-dire, ils vont forcément, il faut que ça transpire leur personnalité quand quelqu'un fait une affiche ou commande une affiche. Et donc il y a toujours cette idée de la personnalité du commanditaire. Ouais, du commanditaire, il faut que ça lui plaise, quoi. Et c'est difficile de faire comprendre que il faut pas forcément que ça lui plaise à lui, ou que si ça lui plaît pas, c'est pas très grave, mais que si le message est transmis et que ça correspond à l'ensemble de ses contraintes, ça marche. Ça, c'est pas évident de faire comprendre. Et du coup, trouver des commanditaires qui ont un peu cet état d'esprit d'ouverture sur la production graphique, c'est pas facile. Il y en a quelques-uns avec qui on collabore régulièrement. Siana, par exemple, où on peut faire des trucs très intéressants avec eux. Il y a aussi des festivals de littérature. Ouais. Littérature, etc. Ça fait quelques années que vous produisez. Ouais. En fait, dès la naissance du festival, on a commencé à travailler. En fait, c'est une personne que j'ai rencontrée dans un autre cadre. Je travaille au Centre régional des lettres et du livre.
Et puis elle a décidé de monter son propre festival et voilà, c'est venu comme une évidence qu'on travaille ensemble. Et clairement, c'est un projet dans lequel on s'épanouit vraiment, quoi. On a quasi carte blanche. Et en même temps, voilà, c'est aussi une collaboration. On prend du temps à discuter ensemble du projet, voilà, de ce qu'elle entend vraiment, de la thématique. Ouais, voilà, il y a souvent une thématique qui est très forte. Ouais, si tu veux. On essaye de vraiment rester dans le même état d'esprit que la manière dont elle a monté, imaginé son festival. Et puis c'était aussi une manière de construire une identité visuelle parce qu'à la première édition, on ne savait pas vraiment qui en allait. Ouais, c'était celle-ci. Alors ce qui est amusant, c'est que du coup, le support a évolué en même temps que le festival a évolué, c'est-à-dire que le festival a pris de plus en plus d'ampleur et du coup, l'affiche programme, voilà, c'est aussi agrandi. Et vous gardez tout le temps la bichromie par contre. Voilà, ça c'est vraiment la chose récurrente pour l'ensemble. Et cette année, elle était même animée si je me souviens bien. Il y avait l'affiche oui, animée. voilà, donc ça c'est le dernier format, c'est le plus grand. Et ça, c'est vous qui aviez fait un peu de... C'est quoi? C'est en animation... La méthode d'animation que vous avez utilisée pour... Tu veux dire le logiciel utilisé? C'est After Effects. Mais en fait, on n'avait pas fait d'animation depuis des années. On a remis le nez un peu dedans, c'était marrant. Parce que moi, c'est des choses que je faisais beaucoup quand j'étais étudiant. De la vidéo, de l'animation, ce genre de choses. Et là, le sujet, il se prêtait bien... En fait, effectivement, la forme en fait, évolue à chaque support. Donc, déjà, il y a 2 versions de forme, donc 2 versions d'affiches. Et ensuite, la forme, voilà, sur les cartes, elle est encore différente. Donc, il y a 2 ou 3 cartes, je sais plus. 2 cartes. 2 cartes. Et ensuite, il y a aussi la version web. Donc, en fait, c'est une forme mutante. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant aussi de... Enfin, nous, c'était pas des problématiques auxquelles on se confrontait souvent, de la retranscription d'un univers graphique du papier vers le web. Et là, c'était l'occasion de le faire, d'essayer de... Enfin, on l'avait en tête dès le début, en fait, parce que cette forme, elle pouvait à la fin être animée, quoi. Parce qu'il y a des choses, je sais pas, par exemple des bannières Facebook, des trucs qui sont un peu chiants à faire, quoi, lors de la déclinaison. Et aujourd'hui, ça permet, avec le fait qu'on puisse les mettre en vidéo, ce genre de choses, C'est un bon, de transformer un peu leur... Enfin, ça amène d'autres idées au projet, quoi. Ça nourrit. Oui, et clairement, quand on a conçu cette forme, on la voyait vivante. Donc c'était l'occasion, justement, de la montrer de cette manière. C'est marrant, ça évolue et même au sein de la dernière édition, ça évolue aussi au sein même des supports. Que d'évolution. Oui, c'est ça, et en plus, notre pratique a évolué aussi avec le temps. Je sais plus, celle-ci, ça devait être en quelle année? Je sais pas. C'était en 2000... je l'avais récupérée. Du coup, ça va être la première année. 2013. 2013. Première année de ça. Ouais, donc c'était il y a presque 5 ans. Waouh. Et comment vous résumeriez aujourd'hui la pratique des surfaces en 3 mots-clés? Alors ça, j'ai vu que vous posiez cette question. Écoute, y a réfléchi. Non, j'y ai pas réfléchi parce que je me suis dit que c'est vraiment pas sympa comme question. 3 mots pour résumer, je sais pas. La pratique. Qu'est-ce qui pourrait être commun à notre pratique? Je pense qu'il y a l'idée que c'est des objets. Je pense que c'est vraiment important pour nous. Ouais, objets. Non, ouais, il y a la récurrence de la bichromie. Ça, c'est aussi en lien avec des problématiques de budget. Alors, est-ce que c'est vraiment... Côté minimaliste, peut-être, en tout cas. Ouais. Ouais. Typographie aussi, peut-être. Voilà, allez, merci. Et vous, ce serait quoi vos 3 mots? La contre-interview, j'avoue, c'est pas gentil. Cette question qu'on pose.
On est encore trop jeune pour pouvoir se définir. On est en pleine définition. Oh là là. Ça fait que 7 mois qu'on a commencé du coup. D'accord. Pas trop. Ouais. Nous-mêmes, Tu boites en touche, quoi. Tu boites en touche, exactement. Comme nous. Non, mais je pense que du coup, c'est peut-être ça. On se cherche encore. Enfin, on se définit pas encore vraiment. Mais donc, je pense qu'on pourra jamais. Enfin, c'est compliqué. Tu vois, c'est tellement mouvant en fait. J'ai l'impression que les trucs qu'on a fait il y a 10 ans, il y en a encore très peu que j'assume. Enfin, où j'ai encore de la tendresse pour certains projets, parce que voilà, ça me rappelle des trucs. Mais c'est difficile de regarder ces travaux antérieurs, parce que toutes les erreurs sautent tellement aux yeux. On est tout le temps en train d'apprendre. Je me dis, en fait, on est en train de poursuivre un truc qu'on n'atteindra jamais, quoi. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Mais c'est bon signe en même temps. Je sais pas trop, parce que du coup c'est un peu décourageant, quoi. Tu vois, tu essaies d'attraper quelque chose que tu n'arrives pas à définir. Oui, mais finalement on ne fait que s'en approcher. C'est ça, ouais, peut-être. C'est un peu la théorie de... Je sais pas si elle a un nom, cette théorie, mais tu sais, la flèche qui parcourt la moitié du chemin constamment, et du coup qui n'atteint jamais la cible, parce que elle ne parcourt que la moitié à chaque fois, même si c'est 0,1 mm. Bref, vous avez compris l'idée, quoi. Peut-être on se rapproche, mais... Mais c'est ça que j'entendais en fait par expérimental aussi, c'est qu'on est tout le temps en train d'essayer de tester des nouvelles choses et de s'approcher de justement d'un idéal qu'on aimerait atteindre, mais qu'on n'atteint jamais. C'est marrant, vous parlez beaucoup d'idéal, de fantasmes, de... Ouais. Oui. Mais je pense qu'il y a un truc un peu comme ça. Ouais, ça c'est vrai, on se le reproche souvent d'ailleurs. D'avoir des fantasmes. Non, mais des fois d'idéaliser certains graphistes, ou se dire ah j'aimerais être comme ça, enfin... Ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez des maîtres à penser comme ça, je sais pas, des tuteurs un petit Bah peu, ouais, moi, ouais. Est-ce qu'il y a des gens comme ça, des courants, Bah, vous ont particulièrement influencé? pas spécialement, c'est un peu un mix de tout, quoi. Après, en regardant notre travail, on pourrait parler modernisme, Bauhaus, c'est un peu des références de tout graphiste. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment... Non, mais il y a quand même des graphistes qu'on a un peu vénérés, entre guillemets. Justement, quand vous nous avez demandé de choisir un objet, moi j'avais pris une affiche de Teschner qu'on a acheté il y a 10 ans. C'est quand même un graphiste qu'on vénérait. J'aimerais bien comme Teschner. Justement, si vous voulez nous sortir vos objets surprises... Ouais, bah... On peut pas aller comment je vais spoiler. La mèche. Et du coup, vous voyez graphiste toute votre vie? Je sais pas. Vraiment? Enfin, ouais, moi je crois que je vois bien en fait. Être graphiste. On doit être graphiste toute notre vie. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Et je crois pas. Est-ce que vous auriez envie de faire autre chose aussi? Moi, pour l'instant, j'ai pas envie de faire autre chose. Puis j'aime bien produire les images. On pourrait se dire, je sais pas, 20 ans, on fait plus vraiment du graphisme, mais on a un studio plus conséquent avec l'idée de transmettre aussi quelque chose. Notamment. Et je crois qu'il faut, en tout cas, moi, j'aurais besoin de faire des choses en lien avec le graphisme. Et ça, tu te le dis d'autant plus avec le fait que vous soyez intervenant ou pas? Ouais. Moi, c'est un truc, c'est super important pour moi. Parce que déjà, par procuration, j'expérimente. Je le fais pas, mais j'encourage les étudiants à expérimenter. Et indirectement, il y a une partie de moi qui s'exprime, même de la manière la plus légère possible dans le travail des étudiants que je vois. Et ça, c'est quand même... ça donne une récompense, quoi. Je trouve qu'il y a un truc de transmission qui est vachement important. Mais ça a toujours été important. J'ai donné des cours dès que je suis sorti de l'école. Ah oui? Ouais. J'ai des trucs dans des BTS, en typo, des choses comme ça. Puis au fur et à mesure, vers le DSA, les SAP de Roubaix. Mais ouais, c'est vraiment de la procuration, quoi. Je vois les travaux des étudiants et ça me permet aussi de nourrir ma propre pratique indirectement, de réfléchir à ce qu'est le design. Parce que je pense que si je restais au studio tout le temps, je me poserais moins de questions sur ce que je fais. Puis il y a les références qui reviennent, les livres, toutes les choses qu'on a pu voir. Et même dans le choix des sujets, moi je me fais plaisir un peu par le choix des sujets. C'est ça que
j'aurais bien aimé tester telle ou telle chose et du coup j'en profite. Ou alors l'objet. Bah du coup, j'ai tendu un peu la mèche. Mais... C'est cette affiche que j'ai choisie. Une affiche de Teschner pour Chaumont 2008. Et en fait, c'est la première affiche que Nicolas et moi on a achetée ensemble. Et en fait, on l'a gardée précieusement et on s'était dit qu'on l'accrocherait quand on aurait justement un lieu de travail. Donc on l'a gardée pendant nos études jusqu'à le jour où on s'est installé à Lille. Et voilà, du coup, c'est assez symbolique et effectivement, c'était aussi un graphiste qu'on admirait. Vraiment. Et elle n'est pas affichée sur votre lieu de travail? Alors, elle a été affichée pendant très longtemps, juste ici. Et puis après, voilà, à un moment aussi, on tourne la page, on évolue, mais en tout cas, on la garde précieusement. Chouette. Donc maintenant, c'est plus votre... parce que tu parlais à l'imparfait, du coup, c'était... Bon, parce qu'on est peut-être un peu moins comme ça, dans l'admiration d'une seule personne. Ah, oui. Parce que quand t'es étudiante, t'es un peu comme ça, idolâtrée certaines personnes, certains travaux, mais... Et puis après, quand on était étudiant, il y avait moins d'accès à la quantité d'images oui, c'est ça. qu'on peut avoir accès aujourd'hui, quoi. Tous les graphistes aujourd'hui sur Instagram ont une quantité de travaux importante. Avant, c'était plus restreint de quantité de travaux à avoir. Ouais, ce que je disais tout à l'heure. C'est ça. Oui, effectivement. Et du coup, c'était les images qu'on possédait qui étaient vraiment source d'inspiration. Les livres, ou, voilà, les images qu'on collectait. On a beaucoup collecté d'images quand on était étudiant. On s'en lasse pas, en fait. C'est ça aussi. Je pense qu'on s'en est jamais lassé. De cette image-là? Ouais, en fait, il y a vraiment plein de choses à voir. Plein de détails, même dans la manière dont elle est imprimée. Il y a toujours des petits trucs qui se passent à certains endroits. Et puis moi, je lui ai jamais trouvé de défaut, en fait. C'est ça. Il y a certaines affiches, à force de les avoir sous les yeux, on découvre tous les petits défauts et du coup, on s'en lasse. Et celle-ci, effectivement, s'en était Du coup, je prends mon objet, c'est ça? Ouais. Complètement. On aurait pu en prendre des plus nettes. Ouais, t'as vu, ça. Un peu kitsch, hein. Au début, je voulais prendre le livre Design as Art de Bruno Munari. Et en fait, à un moment, dans un chapitre, il parle de l'ensemble d'une argenterie. Enfin, il fait une liste en fait, de couverts qui existent pour telle et telle pratique. Et il arrive à une forme de conclusion. Enfin, ça dure 2 pages, mais c'est vraiment très descriptif. Quoi. La cuillère qui sert à telle et telle, la fourchette, je sais pas, 3 pics, 2 pics, 1 pic, etc. Le couteau à poisson, le couteau. Et il en arrive à parler de la baguette japonaise, les waribashi, qui sont des baguettes jetables, et qui remplacerait l'ensemble de cette argenterie, que ce soit juste un objet pratique à ranger et efficace. Et moi, c'est plus pour parler du bouquin que... Voilà. Et moi, ce livre-là, ça m'a fait découvrir des choses... ça m'a marqué, quoi, en fait. Il y a un moment où, quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression de comprendre un peu mieux. Ouais. Parce que, en fait, j'ai l'impression de toujours pas savoir vraiment ce qu'est le design, mais d'avoir une petite pierre supplémentaire à l'édifice. Je dis ça régulièrement, c'est un livre que je prête aux étudiants et je leur dis il faut que vous le lisiez. Merci à Jeanne et à Nicolas de nous avoir gentiment accueillis un dimanche matin pour discuter ensemble. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre temps. Nous espérons que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur iTunes ou sur SoundCloud. Nous sommes toujours à l'affût de critiques constructives afin de nous améliorer. Pour une expérience plus complète, avec notamment des images et des bonus, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre blog Medium en tapant le radiographe. Rendez-vous vendredi dans 15 jours, à 18h, pour un nouvel épisode. À très bientôt!